Jeudi 15 septembre 2005, à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne. Aurélie est inquiète. Depuis le matin, elle n'arrive pas à joindre son amie Audrey Joannet, 24 ans. À 20 h, elle décide d'appeler Marie-Claude Vigo, à la fois amie de la famille et voisine d'Audrey. Aurélie me dit « J'avais rendez-vous ce matin avec Audrey pour aller faire du shopping. Toute la journée, j'ai essayé de la joindre, sauf que Audrey n'a absolument pas répondu aux appels téléphoniques ni à la sonnerie de la porte d'entrée. » Audrey Joannet est étudiante en journalisme et elle vit seule dans un appartement qui appartient à sa mère. A priori, l'absence de cette jeune femme indépendante n'aurait rien d'inquiétant, sauf pour ceux qui la connaissent. Malgré la fantaisie que l'on peut avoir à cet âge-là, bon, elle est très bien élevée et c'est pas le genre de jeune fille à poser un lapin à son ami. Donc mon sentiment est de... ça m'inquiète aussi, moi. Marie-Claude Vigo décide alors de se rendre elle-même au domicile d'Audrey. En arrivant devant la résidence, elle croise le gardien. Il lui dit n'avoir rien remarqué de particulier, mais accepte de l'accompagner jusqu'à l'appartement de la jeune femme. J'essaie dans un premier temps de sonner chez Audrey, pas de réponse. Et à ce moment-là, je sonne chez sa voisine à qui je sais qu'elle laissait les clés, le double de clés. La voisine d'Audrey reconnaît Madame Vigo et donc, en toute confiance, elle lui remet le double des clés qu'elle possède. Et ce ne sont pas des clés d'appartement, c'est une clé de voiture. Pourtant, la voisine est persuadée qu'elle possédait le double des clés de l'appartement d'Audrey. En tout cas, il s'avère impossible de pénétrer dans l'appartement. C'est à ce moment-là que le gardien d'immeuble suggère de laisser un mot à l'attention d'Audrey sur la porte. Je lui réponds, monsieur, vous avez tout à fait raison. Donc on se munit d'un crayon, d'un papier et il fait un petit mot qu'il épingle sur la porte de Madame Joannet. Il est alors 22 h. Marie-Claude Vigo et le gardien tentent de joindre la mère d'Audrey qui vit à 100 km de là. Après avoir laissé plusieurs messages sur son répondeur, ils se séparent en convenant de se tenir informés de la suite des événements. Le lendemain matin, la mère d'Audrey Joannet se rend à Soisy-sur-Seine. Alertée par les messages téléphoniques, elle a décidé de venir immédiatement pour ouvrir la porte de l'appartement de sa fille. Sur place, elle retrouve Marie-Claude Vigo. Audrey n'était pas là. Aucune trace de la présence en fait, d'Audrey dans l'appartement. À première vue, Madame Joannet constate que sa fille est sortie en emportant son sac à main. Mais très vite, elle remarque certains détails étonnants. Dans le salon, Audrey a laissé une canette de soda et un cendrier rempli de mégots, tandis que dans sa chambre, des vêtements sont éparpillés par terre. Or, sa mère le sait, Audrey est une jeune femme particulièrement ordonnée. On sent qu'il y a un désordre qui paraît anormal. Et Madame Joannet m'en fait part, elle me dit « mais je ne comprends pas du tout comment elle a pu partir en laissant tout ça comme ça ». Autre élément troublant, les deux femmes découvrent le téléphone portable d'Audrey branché sur une prise de l'appartement et sa voiture est garée sur le parking de la résidence. On se trouve à Soisy-sur-Seine, c'est à côté d'Evry, c'est en grande banlieue parisienne. Il y a assez peu de transports en commun et les jeunes gens qui détiennent un permis de conduire ont l'habitude de prendre leur véhicule pour sortir à Paris. Le fait qu'il y ait tous ces éléments et qu'on ne trouve pas sa fille, c'est comme si elle avait disparu, emportée sur une autre planète. L'inquiétude grandit. D'autant plus qu'après avoir passé de nombreux coups de téléphone aux amis d'Audrey, sa mère constate que personne n'a de nouvelles de la jeune femme depuis plus de 48 heures.
Elle est très angoissée. On est toutes les deux très angoissées. Je lui suggère, je lui dis, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait bon d'alerter la gendarmerie? Elle me regarde, elle me dit, mais tu crois? En fin de journée, Madame Joannet décide de signaler la disparition de sa fille. Mais à la gendarmerie de Soisy-sur-Seine, le gendarme qui l'entend se veut plutôt rassurant. Donc ce jeune gendarme lui répond un peu sur un ton de légèreté, lui dit, votre fille, madame, a 25 ans, elle est majeure, écoutez, revenez lundi matin, nous en reparlerons. C'est une jeune fille qui est relativement indépendante. Même si elle vit dans le logement de sa mère, à ce moment-là, sa mère n'habite pas avec elle, même si elle a l'habitude de donner régulièrement des nouvelles. Il n'y a rien qui justifie la mobilisation de forces de gendarmerie à ce moment-là. De retour dans l'appartement d'Audrey, sa mère fait un peu de ménage et décide de dormir sur place pour attendre l'éventuel retour de sa fille. Mais soudain, en pleine nuit... Elle a eu un flash, ça l'a fait bondir, et tout de suite, elle s'est dirigée dans la chambre d'Audrey. Et à ce moment-là, prise d'une intuition, elle se penche, elle passe son bras sous le lit et elle sent des cheveux d'abord. Et elle tire, et c'est comme ça qu'elle découvre le corps de sa fille sous le lit. Elle découvre le corps nu et mort de sa fille sous le lit. C'est inqualifiable. C'est pour n'importe qui est parent, c'est un gouffre qui s'ouvre. Je crois que c'est la pire des choses qui peut arriver à une mère, de retrouver son enfant mort dans des conditions pareilles. Elle comprend immédiatement que sa fille a été victime d'un crime. Alertée à 2 h du matin, la section de recherche de Paris se rend immédiatement sur place. Le corps était totalement dénudé, en position allongée, dissimulé sous le lit, donc il y a bien quelqu'un qui l'a amené. Le corps, il n'est pas venu tout seul à cet endroit-là, donc on va traiter la totalité de l'appartement comme une scène de crime. Et donc, l'appartement a été verrouillé, bouclé entièrement, et ce sont les techniciens d'identification criminelle et le légiste qui vont venir travailler sur cette scène de crime. Avant tout, les experts recherchent tous les indices possibles sur le corps de la victime. On sait très bien que les traces les plus importantes sur la scène de crime sont les traces qui sont sur le corps. Le corps a des signes cadavériques qui évoluent avec le temps. Donc le but est vraiment de pouvoir les cibler très rapidement et de pouvoir les figer dès les premiers instants. Photos, notes, croquis, tout est minutieusement relevé car le moindre détail peut s'avérer déterminant pour la suite de l'enquête. Le médecin légiste procède ensuite à un premier examen externe, ce que les experts appellent la levée du corps. Le constat est sans appel, Audrey Joannet a été violemment agressée. On peut constater sur le corps des éléments qui sont en faveur d'une lutte, des ecchymoses, des marques de prise sur les bras, sur les avant-bras, et puis des zones éraflées, éraillées sur les poignets, qui sont assez évocatrices de liens qui auraient pu être mis sur la personne pour la maintenir. Le fait que la personne ait été sans doute attachée font qu'on a la forte idée d'une agression sexuelle suivie de la mort de la personne. Avant que le corps d'Audrey soit transporté à l'Institut médico-légal, les techniciens en identification criminelle procèdent à un curetage des ongles. La victime a dû se défendre contre son agresseur. Elle a probablement sous les ongles du matériel génétique, un peu de peau, peut-être un peu de sang de l'auteur. C'est du matériel vivant, c'est de la protéine, donc on va tout de suite curer les ongles sur place pour avoir tout le matériel génétique le plus frais possible.
Suspectant une agression sexuelle, les experts étendent ensuite leurs investigations autour du corps de la victime. On va devoir rechercher des traces, typiquement des traces biologiques, donc des traces de sperme, des traces de liquide vaginal, surtout dans les zones à connotation sexuelle. Donc on va chercher autour du canapé, sur le canapé, et également au niveau du lit. Donc les têtes d'oreiller, les draps housses, la couette et le matelas principalement. Les techniciens ne relèvent aucun indice probant. Ils décident alors d'utiliser une lampe spéciale, appelée Crime Light ou Crime Scope, qui permet de détecter des traces invisibles à l'œil nu. Mais ces recherches ne donnent rien non plus. Il n'y a quasiment rien dans l'appartement qui peut éveiller l'attention des enquêteurs. Un détail intrigue tout de même les gendarmes. Sur le lit de la victime, il manque le drap housse. Les enquêteurs décident alors d'interroger la mère d'Audrey pour lui demander si elle a une explication à ce sujet. On sait d'emblée que l'ensemble a été pollué, plus ou moins volontairement, par la maman d'Audrey qui a fait des recherches pour comprendre où sa fille avait pu disparaître, qui a fait un peu de rangement, un peu de ménage. On a besoin du témoignage de la maman. On a besoin de savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu. Et on est dans une période extrêmement difficile, d'autant plus que c'est elle qui a procédé à la découverte du corps de sa fille, dans son propre appartement. Donc il faut mettre beaucoup de psychologie dans ces auditions-là. Et donc on va aller chercher simplement les faits précis dont on a besoin tout de suite pour lancer les investigations. Bien que toujours en état de choc, Madame Joannet se souvient qu'à aucun moment elle n'a touché au lit de sa fille. Le drap housse a donc bel et bien disparu. On peut imaginer à ce moment-là qu'il y ait des traces biologiques sur ce drap et que c'est la raison pour laquelle il a disparu, que l'auteur des faits l'a fait disparaître. D'autres indices sont prélevés. D'abord les mégots de cigarettes, puis la canette de soda que la mère d'Audrey avait machinalement jetée à la poubelle. Enfin, le téléphone portable de la victime. Tous ces éléments sont immédiatement envoyés en laboratoire pour y être analysés. Les gendarmes cherchent ensuite à comprendre comment le meurtrier a pu s'introduire dans l'appartement d'Audrey, car il n'y a aucune trace d'effraction sur la porte d'entrée. Et Madame Joannet assure qu'à son arrivée, la porte était fermée à double tour. Comme il n'y a pas de trace d'effraction, les hypothèses, c'est soit elle connaissait son agresseur qui est entré, qui l'a tué et qui est ressorti avec les clés, soit elle ne connaissait pas son agresseur qui a forcé la porte, mais elle lui a ouvert. Elle a fait le premier geste d'ouvrir et il a enfoncé la porte derrière elle. Tout est possible à ce moment-là. En attendant les résultats des différentes expertises, les investigations se poursuivent. Pour les enquêteurs, il s'agit avant tout de se pencher sur la vie et la personnalité d'Audrey Joannet. Audrey, c'est une jeune femme qui a fait des études qui se sont très bien passées, qui a une licence de lettres et qui poursuivait ses études supérieures, qui allait s'inscrire dans une école de journalisme. Une petite blondinette, dès qu'il y avait du soleil, hop, elle prenait le soleil, mais tout de suite, ses taches de rousseur apparaissaient sur ses pommettes. Audrey est donc une jeune et jolie blonde de 24 ans, pleine de projets, et qui mène une vie a priori sans histoire. Audrey, c'est une jeune femme sage. Elle n'a pas de déviance, elle ne consomme pas d'alcool, elle ne consomme pas de drogue, elle ne fréquente pas de gens infréquentables. Moi, je ne lui connais aucun ennemi à Audrey. Mais un ennemi qui puisse lui en vouloir au point de la faire disparaître, de la tuer dans des conditions horribles, alors ça, on ne peut même pas se l'imaginer. Les enquêteurs cherchent ensuite du côté de la vie amoureuse de la jeune femme. Mais très vite, cette piste est écartée. Elle avait, avant les faits, un petit ami en Grande-Bretagne. Au moment des faits, il semble que ces liens étaient distendus, mais il n'y a pas de raison particulière de chercher du côté des petits copains. Ainsi, rien dans la personnalité d'Audrey Joannet ne permet d'orienter les investigations.
Les gendarmes de la section de recherche de Paris décident alors de mener une enquête de proximité pour déterminer quand la jeune femme a été vue vivante pour la dernière fois. On va chercher quels sont ses derniers contacts, qui elle a fréquenté, qui elle a appelé, avec qui elle a été en contact. Ça fait partie du travail classique de l'enquêteur. Rapidement, les gendarmes constatent qu'Audrey n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 13 septembre, soit 3 jours avant la découverte de son corps. Le mardi soir, le 13, elle a passé la soirée en compagnie d'une amie avec laquelle elle a dîné dans l'appartement. Cette amie a quitté l'appartement d'Audrey entre minuit 30 et 1h. C'est à compter de ce moment que Audrey ne donne plus signe de vie. Qui plus est, à compter de cette nuit du mardi 13, la voiture d'Audrey est restée stationnée sur le parking de la résidence, tandis qu'aucun retrait d'argent n'a été fait sur son compte en banque. Quant à son téléphone portable... L'expertise du téléphone montre simplement qu'il a été éteint vers 21h30 et qu'avant d'être éteint, il bornait vraisemblablement au domicile d'Audrey. Audrey Joannet a donc probablement été attaquée après le départ de son amie, dont on retrouve d'ailleurs l'ADN sur la canette de soda et sur les mégots de cigarettes découverts dans l'appartement. Et lorsqu'ils interrogent les habitants de la résidence, les gendarmes ont la confirmation qu'il s'est bien passé quelque chose cette nuit-là. Il y a un voisin qui habite au rez-de-chaussée qui dit aux enquêteurs qu'il a entendu un cri de femme dans la nuit du 13 au 14 septembre. C'est un cri qui est tellement important pour lui, qui est tellement net, qu'il sort sur le parking et il regarde la résidence et il cherche d'où peut venir ce cri. Il a vu à ce moment-là une lumière allumée dans l'appartement des Joannet et les rideaux tirés. Mais aussitôt, le voisin constate que la lumière s'éteint et qu'il n'y a plus de bruit. Il décide donc de rentrer chez lui. Mais pour les enquêteurs, son témoignage est capital. Ce témoin, il donne l'heure précise de l'agression d'Audrey, puisqu'on sait qu'à 4h du matin, Audrey a crié dans son appartement et que la lumière s'est éteinte. Donc on sait que si elle a été agressée à l'intérieur de son appartement, c'est à ce moment-là, cette date-là et cette heure-là. Ce qui est évidemment primordial dans le cadre d'une enquête. Pour savoir si quelqu'un est entré dans l'immeuble dans cette nuit du 13 au 14 septembre, les gendarmes épluchent l'historique du système d'accès au bâtiment. On voit qu'à partir de 21h30, personne n'a ouvert l'immeuble via l'interphone. En revanche, on ne peut pas savoir par ces listings si des personnes ont badgé pour rentrer directement. On peut imaginer à ce moment-là, soit que la personne était déjà dans l'immeuble, soit qu'elle avait le badge. Et puisqu'aucune trace d'effraction n'a été constatée sur la porte de l'appartement d'Audrey, à ce moment-là, le premier réflexe qu'on a, c'est de chercher dans l'entourage. En poursuivant leurs auditions, les enquêteurs interrogent à nouveau le fameux voisin qui a entendu crier dans la nuit du 13 au 14 septembre. L'homme précise alors que le lendemain des faits, il a raconté cette histoire au gardien de l'immeuble. Et cette information intrigue les gendarmes. Les enquêteurs, du coup, vont trouver ça étrange que le gardien, lui, ne leur dise pas qu'il avait eu un témoignage d'habitants sur ce cri dans la nuit du 13 au 14. Il n'en parle à aucun moment, il n'en a pas parlé à Madame Joannet quand elle cherchait sa fille la veille. Et ça, c'est un élément qui est assez inhabituel. Cet oubli de la part du gardien est d'autant plus étonnant qu'il ne colle pas avec son comportement depuis le début de l'enquête. Depuis que les enquêteurs sont arrivés sur place, le gardien a été très présent, leur a beaucoup parlé, était toujours là pour leur faciliter la tâche, leur ouvrir des portes, leur donner des clés, etc. Renseignement pris, Jean-Luc Caillez, 48 ans, a tout du gardien modèle depuis qu'il a pris ses fonctions dans la résidence 2 ans auparavant.
Les habitants de la résidence sont unanimes à dire que ce gardien, ce concierge, Jean-Luc Hayez, est quelqu'un de très efficace, très présent, disponible. Il rend beaucoup de services, il fait des petits travaux pour les uns et les autres. Il est très apprécié. Une bonne réputation qui va de pair avec sa physionomie très avenante. C'est un homme aux cheveux blancs, à l'air débonnaire et extrêmement souriant. Assez costaud, bien planté, avec un visage jovial, laissant vraiment s'installer une confiance de tous les résidents. Jean-Luc Hayez est donc un gardien exemplaire, toujours présent à son poste, sauf le lendemain de la disparition d'Audrey Joinet. C'est quelqu'un qui est très travailleur, qui ouvre sa loge très tôt le matin et ce jour-là, les rideaux de la loge restent tirés, le courrier n'est pas distribué dans les boîtes aux lettres et c'est vrai que plusieurs voisins se sont inquiétés à ce moment-là de l'absence de leur gardien. Et ce n'est pas tout. Un autre habitant de la résidence donne alors aux enquêteurs une information pour le moins troublante. Les gendarmes apprennent qu'1 an auparavant, une jeune femme habitant l'immeuble voisin, mais dont Jean-Luc Hayez est aussi le gardien, a déposé plainte contre lui parce qu'elle l'a vu s'introduire dans son domicile. Elle ignorait totalement qu'il possédait un double de la clé de son appartement. Elle s'était abstenue de lui en donner une copie et elle le surprend alors qu'il s'apprête à rentrer chez elle. Faute de preuves, la plainte avait alors été classée sans suite. Mais les gendarmes décident d'interroger immédiatement la jeune femme en question. Et le portrait qu'elle dresse du gardien est à l'opposé des éloges recueillis jusque-là. Elle va décrire des regards troubles et l'impression de malaise qu'elle avait quand elle croisait Jean-Luc Hayez. Même si sa plainte a été classée sans suite, elle est extrêmement effrayée de l'avoir surpris et en train de pénétrer dans son domicile. Le gardien s'est-il procuré de la même façon un double des clés de l'appartement d'Audrey ? Madame Joinet est formelle, elle avait confié l'unique double des clés à la voisine de palier d'Audrey. Or, on le sait, quand au début de l'affaire, Madame Vigo a voulu récupérer ses clés pour entrer dans l'appartement d'Audrey, la voisine ne les avait plus. Ce double des clés qui est détenu par la voisine a disparu. On peut donc imaginer qu'il a été dérobé au domicile de la voisine. On a cherché à savoir qui avait bien pu subtiliser ce jeu de clés et dans quelles conditions ça avait pu disparaître. Et donc on a reconstitué un petit peu l'historique des visites qu'avait reçues la voisine. Et dans l'historique des visites, on avait eu la visite du gardien. On n'en tire pas plus de conclusions que ça à ce moment-là, parce qu'on n'a pas d'éléments matériels qui prouvent quoi que ce soit. Ça dit simplement qu'il y a eu un contact entre l'appartement de la voisine et le gardien de l'immeuble. Pour le moment, les gendarmes n'ont aucun élément probant. Mais petit à petit, un faisceau d'indices place le gardien, Jean-Luc Hayez, dans leur collimateur. L'enquête a progressé très vite. 24 heures seulement après la découverte du corps d'Audrey Joinet, les soupçons des enquêteurs se concentrent de plus en plus sur le gardien de la résidence. C'est alors que l'homme leur fait une révélation pour le moins inattendue. Il va parler de la possibilité de la présence de son ADN chez Audrey, spontanément, en disant oui, alors bon, si vous trouvez mon ADN chez Audrey, c'est normal, elle m'a appelé il y a quelques jours, elle avait un problème avec un nid de guêpe, donc j'ai fait diverses interventions chez elle, donc voilà, vous allez peut-être trouver mon ADN chez elle. Interrogée à ce sujet, la mère d'Audrey confirme ses interventions. Mais les révélations du gardien ne s'arrêtent pas là. Le gardien, Jean-Luc Hayez, vient à mon contact après avoir identifié que j'étais celui qui avait été désigné pour diriger l'enquête. Et il me prend à part et il me dit qu'il sait qu'il va être rapidement soupçonné parce qu'il a un passé judiciaire. J'ai été condamné pour viol, donc vous allez certainement penser que c'est moi.
Alors, je vous rassure tout de suite, j'ai subi une castration chimique et je ne peux plus violer personne. Ça semble être un système de défense. Je ne peux pas être un violeur car je n'ai pas la capacité physique de violer. Traité par des médicaments, Jean-Luc Caillez serait donc impuissant. Mais ce qui étonne surtout les gendarmes, c'est que l'homme parle de viol alors qu'aucune agression sexuelle n'a pour l'instant été confirmée par l'autopsie. Et là, il y a un des gendarmes qui lui répond très brutalement « Monsieur, je ne cherche pas un violeur, je cherche un tueur ». En étudiant les antécédents de Jean-Luc Caillez, les enquêteurs découvrent que l'homme possède un très lourd passé judiciaire. Sur les 24 dernières années, il n'a passé que 3 ans en liberté. À l'âge de 21 ans, il avait déjà cumulé 2 ans et demi de peine d'emprisonnement pour un certain nombre de vols. Après sa sortie d'incarcération, il a été condamné à nouveau pour un viol commis sur une autostoppeuse à Grigny à une peine de 7 ans d'emprisonnement. En 90, c'est une jeune voisine que Jean-Luc Caillez viole. Il la drogue précédemment avec une crème au chocolat, avec des sédatifs somnifères. Après, elle reste seule, quasiment endormie, en tout cas très sonnée, à son domicile. Et c'est là que Jean-Luc Caillez s'introduit au domicile de sa voisine et la viole. Soudain, derrière l'image du gentil gardien débonnaire, apparaît un violeur multirécidiviste. Mais pour l'instant, aucun élément matériel ne permet de l'incriminer pour le meurtre d'Audrey Joinet. Il n'y a pas de bon profil, il n'y a pas de bon suspect. Il y a des gens qui ont commis un certain nombre d'actes par le passé. Ces gens, la plupart du temps, utilisaient un mode opératoire. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre si les faits qui se sont déroulés dans le cadre de ce meurtre correspondent à un mode opératoire qu'on connaît, et si oui, si on peut le relier à quelqu'un ou pas. Le corps d'Audrey Joinet est autopsié à l'hôpital Louise Michel d'Évry. À l'examen externe, le médecin légiste constate que la peau est irritée autour de la bouche, ce qui semble indiquer que la victime a été bâillonnée. Il découvre ensuite d'autres blessures qui prouvent qu'elle a été également ligotée. Sur les poignets et les chevilles sont très en faveur d'une immobilisation par des liens. Pour arriver à abraser la peau, pour que ces lésions existent, il faut que ce soit une personne vivante. Il faut que ces liens aient été serrés fort et maintenus longtemps en place. J'allais dire des heures, ou en tout cas largement au-delà d'un temps qui se compte en minutes. Audrey Joinet aurait donc été séquestrée durant de longues heures avant sa mort. L'autopsie révèle également la présence de 4 hématomes au niveau du crâne, preuve que la jeune femme a subi un déferlement de violence avant de mourir. Quant aux causes précises de la mort, le légiste relève sur le cou de la victime 2 sillons certainement provoqués par une corde. L'examen externe donne des éléments en faveur d'un décès par strangulation, mais c'est à l'intérieur, c'est lorsqu'on va pouvoir regarder les cartilages qu'on va avoir la notion de l'importance de cette strangulation et de savoir si c'est véritablement elle qui a occasionné la mort asphyxique. L'examen interne confirme qu'Audrey Joinet a succombé à une asphyxie par strangulation. C'est forcément un décès qui a pris du temps, parce que il n'y a pas de lésion immédiatement mortelle. Il y a une personne dont la respiration n'est plus possible, qui se voit étouffée et qui va lutter jusqu'à arriver à des spasmes agoniques. Quant à la suspicion de viol, les conclusions du médecin légiste sont sans appel. Il n'y a malheureusement aucun doute possible. Il y a des lésions anales et vaginales qui traduisent bien les pénétrations sexuelles forcées. Indice capital, le médecin légiste met en évidence des traces de sperme qui sont immédiatement prélevées en vue d'une analyse ADN. Enfin, comme le veut la procédure, un échantillon de sang de la victime est également envoyé en laboratoire pour une analyse toxicologique.
Quelques heures plus tard, quand les enquêteurs reçoivent les résultats de l'expertise toxicologique, c'est un véritable coup de théâtre. Les analyses révèlent que le sang d'Audrey contient d'importantes traces de somnifères. Or, la jeune femme n'en consommait jamais. L'agresseur a sans doute utilisé ce qu'on appelle une soumission chimique. Il a donné un produit qui va diminuer la vigilance, faire que la victime est plus faible, moins capable de résister, plus victimisable. Audrey Joannet a donc été droguée. Les gendarmes connaissent désormais le mode opératoire du tueur, qui rappelle étrangement celui du gardien. Jean-Luc Hayez, on le sait, donc, a déjà été condamné à 2 reprises pour des faits de viol, et c'est à rapprocher du fait que nous savons à présent que Audrey Joannet a été violée. Sur le dernier fait commis en 90, on sait qu'il a administré à sa victime des psychotropes pour amoindrir sa résistance. Et on sait que Audrey a reçu en dose largement au-delà de la dose thérapeutique des psychotropes. L'homme devient le suspect numéro 1, mais aucun élément matériel probant ne le relie au meurtre d'Audrey Joannet. Pour le confondre, les gendarmes comptent alors sur l'expertise de la trace de sperme retrouvée dans le corps de la victime. L'idée, c'est très rapidement d'extraire l'ADN du sperme et puis de le comparer à l'ADN de Jean-Luc Hayez. Mais pour effectuer cette comparaison, les enquêteurs doivent récupérer une empreinte génétique du gardien. Car au moment de ses précédentes condamnations pour agression sexuelle, il n'existait aucun fichier répertoriant les ADN des violeurs. Il faut bien qu'on puisse procéder à ce prélèvement, et ce prélèvement passe forcément à l'époque par une garde à vue. Les gendarmes se rendent donc à la loge de Jean-Luc Hayez, où ils le découvrent étonnamment serein. Il est totalement coopératif, notamment au niveau des prélèvements ADN, il les réclame presque. Et d'ailleurs, il dira aux gendarmes, ne vous inquiétez pas, quand vous aurez les résultats ADN, vous verrez que c'est pas moi, donc je suis tranquille. Les enquêteurs profitent de leur présence pour perquisitionner la loge, mais ils n'y relèvent aucun indice probant. Ils découvrent tout de même un livre au titre évocateur, L'étrangleur masqué. Le livre raconte l'histoire d'un homme qui s'introduit chez des jeunes filles pour les torturer et les assassiner. Une coïncidence pour le moins étrange, mais qui ne suffit pas à confondre le suspect. Et une fois en garde à vue, Jean-Luc Hayez reste impassible. On a en face de nous quelqu'un qui connaît très bien la procédure, qui sait exactement comment ça va se passer, qui sait exactement les questions qu'on va lui poser. Donc en gros, il a un temps d'avance quasiment sur ce qu'on va lui demander parce qu'il l'a déjà réfléchi, parce qu'il sait comment ça va se passer. Le colonel Guérin décide alors de faire appel à une nouvelle unité spéciale de la gendarmerie, le département des sciences du comportement que vient de créer Marie-Laure Brunel. La comportementaliste va observer les auditions du suspect pour apporter ses conseils à l'enquêteur qui mène les interrogatoires. Une garde à vue, c'est un dialogue, un échange. C'est aussi une sorte de partie d'échecs où le plus fort des deux finit par gagner, en espérant toujours que ce soit nous. Et donc l'idée, c'est d'aborder tous les sujets de conversation avec lui pour apprendre à le connaître, savoir exactement qui il est, sans le contrarier ou sans le vexer. Dans un premier temps, les enquêteurs n'abordent pas directement les faits. On lui demande de parler de lui, de parler de son enfance, et très vite, il se montre extrêmement virulent, en ne voulant pas évoquer sa mère, en lui donnant des noms d'oiseaux, en disant que de toute façon elle l'a abandonné, et qu'il ne veut plus en parler, et il se braque très vite. Les consignes pour les enquêteurs dans ces cas-là, c'est de changer de sujet, parce qu'on ne veut pas le braquer. Donc on ne va pas continuer à lui parler de sa mère s'il n'en a pas envie, en tout cas pas à ce moment-là. Jean-Luc Hayez continue de s'épancher et il revient sans cesse sur la castration chimique dont il a fait l'objet en prison. Il affirme ne plus avoir de libido ni de capacité d'érection. La castration chimique agit sur la testostérone. La testostérone est l'hormone de la libido.
avec tout ce que ça veut dire. Agressivité, pulsion. Bon. L'idée donc de réduire la testostérone pour agir sur la possibilité de l'aider à se contrôler lui-même. Jean-Luc Caillez affirme donc qu'il ne ressent plus de désir et que ses capacités sexuelles sont très réduites. Mais ce que l'homme ne dit pas, c'est qu'il n'est plus sous traitement depuis longtemps. Et sans traitement, les effets disparaissent. On sait que le programme de castration chimique est géré uniquement en prison, qu'il a pris ses derniers comprimés en prison et qu'il n'en a pas pris après et que les effets sont réversibles dans les 3 semaines qui suivent l'interruption du traitement. Et ça fait entre 1 an et demi et 2 ans qu'il est sorti, donc techniquement, il n'a plus aucun effet de la castration chimique. Plus que jamais, les enquêteurs sont persuadés de tenir le meurtrier d'Audrey Joinet. Pour le confondre, il ne leur manque plus qu'une preuve irréfutable, les résultats des analyses ADN. Quand les résultats ADN tombent, c'est un mini cataclysme. C'est la surprise totale. Le sperme, c'est pas celui de Jean-Luc Caillez et il n'y a aucune trace d'ADN de Jean-Luc Caillez sur le cadavre. Il n'y a pas de salive, il n'y a rien. On se dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est lui. Comment ça peut ne pas être son ADN? Gendarmes et experts sont totalement désemparés. Le sperme retrouvé dans le corps d'Audrey Joinet n'est pas celui de Jean-Luc Caillez. Qui plus est, les prélèvements effectués sous les ongles de la victime ne contiennent aucun ADN étranger, alors que la jeune femme porte des signes de défense. L'enquête semblait sur le point d'aboutir, elle est soudain dans l'impasse. Pour un magistrat, la première conséquence que ça a quand on n'a plus aucun élément matériel et qu'on n'a que la conviction des gendarmes, c'est est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le fait sortir? Le colonel Guérin décide alors de jouer sa dernière carte, convaincre le parquet d'Évry de maintenir le suspect en garde à vue pour tenter d'obtenir des aveux. Le résultat ADN tombe aux alentours de 14h, 14h30 et j'obtiens du parquet jusqu'à 20h pour faire émerger quelque chose. Et si à 20h on n'a rien, on laisse tomber de manière à ce qu'il reste que derrière quelques heures de garde à vue pour le cas où il faudrait le reprendre. La comportementaliste Marie-Laure Brunel propose alors une nouvelle stratégie. Ayant remarqué que Jean-Luc Caillez s'apitoyait facilement sur son sort, elle demande au gendarme Sanchez, qui mène l'interrogatoire, de manifester de l'empathie pour le suspect. Petit à petit, la stratégie fonctionne et Jean-Luc Caillez fait confiance à son interlocuteur. Il lui demande s'il peut l'appeler par son nom de famille. Voilà, c'est devenu une référence. Il est dans cette conversation avec Monsieur Sanchez, comme il l'appelle, et le lien est établi. Maintenant que le climat de confiance est instauré, la comportementaliste invite le gendarme Sanchez à confronter le suspect à ses mensonges. À commencer par la castration chimique qui lui a été administrée en prison. Le traitement étant interrompu depuis près de 2 ans, ses effets se sont dissipés. On va déjà désamorcer ça pour qu'il puisse plus se réfugier derrière cette excuse que ça ne peut pas être lui à cause de la castration chimique. On élimine l'idée, il n'est pas castré chimiquement, donc ça peut être lui. Ça le désarçonne beaucoup. Le gendarme s'engouffre alors dans cette brèche pour mettre le suspect face à d'autres incohérences. Mais l'homme a réponse à tout. Concernant le cri de femme entendu par un voisin la nuit des faits, Jean-Luc Caillez dit qu'il a simplement oublié d'en parler aux gendarmes. Et interrogé sur son absence le lendemain de la disparition d'Audrey Joinet, il affirme qu'il était malade. Quant à sa relation avec la jeune femme, une des choses qu'il nous a dites, c'est le fait qu'il ne connaissait pas la victime. Il nous a dit que c'était juste un bonjour, bonsoir quand ils se croisaient dans les escaliers et pas plus que ça. Mais ce que Jean-Luc Caillez ignore, c'est que sa propre mère a été auditionnée quelques heures plus tôt. Or, ce qu'elle a raconté aux gendarmes ne colle pas avec les propos de son fils. Il s'est présenté chez sa mère le samedi après les faits et la première chose qu'il lui a dit, c'est Audrey est morte, elle a été assassinée. Et on trouve que c'est bien personnel que de l'appeler comme ça pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Face à cette contradiction, Jean-Luc Caillez perd son calme pour la première fois. Et là, il va se fâcher très fort. Il va se mettre très en colère en disant
Mais comment ça, vous avez parlé à ma mère? Mais je vous interdis de parler à ma mère. Et il était vraiment extrêmement en colère. Sauf qu'on n'est plus dans la phase du début où on change le sujet de maman quand il devient problématique. Au contraire, la comportementaliste veut profiter de cette secousse émotionnelle. Elle conseille aux gendarmes de faire croire au suspect qu'une confrontation va avoir lieu avec sa mère pour démêler le vrai du faux. L'effet est immédiat. Jean-Luc Caillez est littéralement tétanisé. D'un coup, il s'est liquéfié. Il s'est arrêté de parler. Plus personne ne bouge, les enquêteurs posent plus de questions. On sait qu'il se passe quelque chose. Il finit par sourire en disant « À votre avis, à quelle heure elle est morte ?» C'est la stupéfaction. Mais le gendarme Sanchez ne doit surtout pas rompre le dialogue. Sans rien laisser paraître, il répond qu'Audrey a certainement été tuée dans la nuit du 13 au 14 septembre. C'est alors que Jean-Luc Caillez répond froidement « Oh non, elle est morte bien après. » Ainsi, quelques heures seulement avant sa possible remise en liberté, Jean-Luc Caillez craque. Et devant des gendarmes qui retiennent leur souffle, il déroule ses aveux effroyables. Il commence par confirmer qu'il a bien subtilisé le double des clés de l'appartement d'Audrey chez sa voisine de palier. 3 jours plus tard, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005, il décide de passer à l'acte. À l'aide des clés, il a essayé de pénétrer dans le domicile, mais la chaîne était mise à l'intérieur et qu'à ce moment-là, il a tapé à la porte et qu'Audrey est arrivée et qu'il a juste dit d'une petite voix « c'est moi ». Et qu'à ce moment-là, Audrey, peut-être pensant qu'il s'agissait de sa mère, a déverrouillé la chaîne et que lui en même temps a donné un grand coup dans la porte. Là, il reconnaît avoir été violent, c'est-à-dire l'avoir projeté à terre et c'est sans doute le moment où le voisin du rez-de-chaussée a entendu Audrey crier. Jean-Luc Caillez a tout prévu pour ne laisser aucune trace de son méfait. C'est donc cagoulé et muni de gants qu'il fait taire la jeune femme en la menaçant à l'aide d'un fusil à canon scié. Puis, après l'avoir bâillonnée, il tente d'assouvir ses pulsions. Il a essayé à plusieurs reprises de la violer sans y parvenir, sans parvenir à une érection. 2 heures plus tard, l'homme frustré emmène Audrey Joinet à sa loge. Bien qu'il soit toujours cagoulé, la jeune femme comprend alors qui est son agresseur. Elle avait, à mon avis, la certitude qu'elle allait mourir. Parce qu'elle savait qui était cet homme, elle le connaissait, elle savait que lui ne pouvait pas la laisser partir, et je pense qu'elle a vécu la terreur absolue. Jean-Luc Caillez raconte ensuite avoir drogué l'étudiante à l'aide de somnifères, l'avoir attachée à une chaise et bâillonnée pour l'empêcher de crier. Audrey Joinet restera ainsi séquestrée pendant 18 heures. Dans la journée du 14 septembre, c'est l'insistance des voisins face à sa loge fermée qui va pousser le meurtrier à passer à l'acte. Il reçoit, je crois, un texto des habitants qui lui demandent « mais alors le courrier, pourquoi on n'a pas de courrier ?» Et il raconte qu'il s'est dit à ce moment-là je dois la tuer, si je ne la tue pas, je suis découvert et c'est la prison ». Jean-Luc Caillez se saisit alors d'une corde à sauter avec laquelle il étrangle sa victime. Puis il organise toute une mise en scène pour ne laisser aucune trace de son forfait. Il attend la nuit tombée et il remonte le corps d'Audrey chez elle, dans son appartement. Et là, il va la laver pour faire disparaître d'éventuelles traces de son ADN à lui. Après avoir dissimulé le cadavre d'Audrey sous son lit, l'homme prend soin de retirer le draus sur lequel il avait tenté de la violer. Face à de tels aveux circonstanciés, experts et enquêteurs sont sous le choc. Quand on entend le récit extrêmement froid, très détaillé, qu'on comprend tout le calvaire de la victime, on est horrifié, coincé entre plein de sentiments différents, la tristesse qu'on ressent forcément par empathie vis-à-vis de la victime, le dégoût que Jean-Luc Caillez nous donne parce que
par rapport à ce qu'il a commis, à la façon dont il le raconte. Mais dans ses aveux, plusieurs détails interpellent les gendarmes. D'abord, Jean-Luc Caillez nie farouchement qu'il est parvenu à violer Audrey Joinet. Pourtant, les conclusions de l'autopsie prouvent le contraire. Mais l'élément le plus mystérieux reste le sperme. Comment se fait-il que ce ne soit pas le sien qui ait été retrouvé dans le corps de la jeune femme ? Quand les enquêteurs interrogent Jean-Luc Caillez sur les incohérences de ses aveux, l'homme leur raconte alors le machiavélique projet qu'il a élaboré. Il donne une explication qui semble tellement surprenante, c'est que quelques jours avant les faits, il a récupéré un préservatif usagé dans la perspective du crime qu'il allait commettre. Concrètement, il a été faire les poubelles d'une de ses voisines pour prélever un préservatif, le congeler et au moment des faits, le décongeler et injecter le sperme dans la victime. Jean-Luc Caillez nous dit que l'idée lui en est venue après avoir visionné un épisode d'une série américaine qui relatait une pollution de scènes de crime commise de cette manière. Pour détourner les soupçons, Jean-Luc Caillez a donc utilisé le sperme d'un innocent. Ainsi, s'il n'était pas passé aux aveux, jamais les experts n'auraient pu déjouer le piège tendu par cette incroyable mise en scène. On ne pouvait pas se rendre compte du subterfuge, puisque nous-mêmes, quand nous avons récupéré les prélèvements, nous les avons congelés. Donc on ne peut pas savoir si le sperme a été congelé une fois, 2 fois ou 10 fois. On se dit que finalement la reine des preuves a comme limite que la pollution volontaire d'une scène de crime, aujourd'hui c'est possible, qu'on n'est pas à l'abri et qu'il faudra qu'on y pense toujours. Concernant les lésions caractéristiques de violences sexuelles, Jean-Luc Caillez explique qu'il les a infligées à la victime après sa mort, toujours dans le but de brouiller les pistes. Le meurtre d'Audrey Joinet a donc été savamment prémédité. Mais pour boucler l'affaire, les enquêteurs ont encore besoin de preuves matérielles. Quelqu'un peut toujours revenir sur ses aveux, et des aveux sans éléments matériels, ça n'a en soi qu'assez peu de valeur probante. Contre toute attente, Jean-Luc Caillez révèle alors aux gendarmes les endroits où ils pourront retrouver les indices qui prouvent sa culpabilité. À commencer par les vêtements et le sac à main d'Audrey, qu'il a emballés dans des sacs poubelles avant de les jeter dans la Seine. À l'endroit indiqué par Jean-Luc Caillez, les enquêteurs vont plonger et récupérer les sacs. Mais l'homme n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Il s'adresse alors aux enquêteurs sur le ton de la confidence. Moi, je vais vous faire un cadeau, et je vais vous emmener quelque part pour quelque chose que vous n'avez pas. Sur sa demande, Jean-Luc Caillez est ramené à la résidence où le drame a eu lieu. Là, il ouvre la porte d'un appartement inoccupé où les enquêteurs découvrent tous les indices manquants. Le fusil à canon scié, les gants et la cagoule qu'il a utilisée pour agresser Audrey, tout comme le fameux Draous qui avait disparu du lit de la jeune femme. Mais ce n'est pas tout. Il révèle spontanément aux enquêteurs qu'il a collecté un deuxième préservatif usagé et qu'il a caché dans la gaine d'aération. Il avait déjà projeté de recommencer et il avait déjà prévu le préservatif qu'il allait utiliser pour sa prochaine victime. Si on ne l'avait pas découvert à ce moment-là, si la section de recherche de Paris n'avait pas interpellé Jean-Luc Caillez, ne l'avait pas mis en garde à vue, il était probable qu'on avait une deuxième victime dans la journée. Autrement dit, Jean-Luc Caillez s'apprêtait à devenir un tueur en série. Il s'inscrit clairement dans une spirale sérielle, puisqu'il a commencé par des vols, puis des viols et du viol au meurtre. Une fois qu'il avait basculé dans le meurtre, rien ne permet de prétendre qu'il allait s'arrêter. Donc c'est évidemment un criminel sériel, et ça allait devenir un tueur en série.
À l'issue de sa mise en examen, une expertise urologique est ordonnée. Elle vise à déterminer si Jean-Luc Caillez était ou non impuissant sexuellement au moment des faits, 2 ans après avoir mis un terme à sa castration chimique. Les résultats indiquent que l'homme était en capacité physique d'avoir une érection, mais ceci ne signifie pas qu'il y soit parvenu. Ce serait donc sa frustration qui aurait conduit Jean-Luc Caillez jusqu'au geste criminel. On voit que c'est pas quelqu'un qui supporterait facilement d'être réduit à l'impuissance. Donc est-ce que la rage est intervenue du fait de cette impuissance pour favoriser le passage à l'acte agressif meurtrier? Moi j'en suis persuadé. Cette affaire a non seulement bouleversé toute une région, mais elle a aussi changé la manière d'interpréter les indices. Car personne n'a oublié que sans la détermination des enquêteurs et des experts de la gendarmerie, le meurtre d'Audrey Joinet aurait pu être attribué à un innocent. En 2005, ce qui est enseigné dans les écoles de police judiciaire, c'est la force de ce qu'on appelle à l'époque la preuve de l'ADN. Et au moment où l'affaire Jean-Luc Caillez arrive, ça a permis de ramener, si vous voulez, la manière dont les enquêteurs travaillent à un juste équilibre entre l'investigation, qui doit prédominer par rapport à tout, et les éléments d'enquête que peuvent être des éléments scientifiques. Et pour tous ceux qui ont participé à cette enquête hors norme, restera le visage d'Audrey Joinet, à jamais gravé dans les mémoires. Pour moi, il ne faut pas l'oublier, Audrey. C'est pas un fait divers qui arrive et puis après on tourne la page de son journal et on passe à autre chose. Vous voyez là, au moment où je vous parle, je l'ai, je la vois. Je la vois.